Alors, nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce soir. On voulait, avec Julie, vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée. Avant toute chose, on va commencer peut-être par se présenter. Julie, je t'en prie. Oui, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc diplômée notaire. Je fais partie de cette communauté des anciens collaborateurs du notariat. Je ne sais pas si on m'entend bien, oui, c'est bon. Oui, oui. Et j'ai travaillé donc 7 ans dans des études parisiennes en tant que collaboratrice en actes courants. J'étais spécialisée en actes courants. Et il y a 1 an et demi, j'ai décidé de créer ma société pour permettre aux collaborateurs qui souhaitent partir de leurs études et rejoindre de plus belles aventures dans des études qui peuvent les aider à s'épanouir. J'ai décidé de créer ma société de recrutement. Donc au départ, qui était spécialisée sur les CDI. Et il y a quelques mois, David, qui va se présenter, m'a rejoint pour développer une nouvelle manière de travailler dans le notariat, qui est l'indépendance. Je te laisse... Exactement. Donc moi, je suis diplômé d'une école de commerce, j'ai fait l'ESSEC, mais j'ai quand même un lien avec le notariat. Ma femme est notaire salariée à Paris, donc c'est comme ça tout de même que j'ai une belle connexion. Et donc oui, j'ai rejoint Julie il y a quelques mois et pour développer les missions dont les notaires nous ont fait part dans leurs besoins. Ils ont besoin de missions sur toutes les fonctions, que ce soit comptable, rédaction. Et donc voilà pourquoi est-ce que j'ai rejoint Julie. Alors, le programme de la soirée. Dans un premier temps, on va vous faire une petite présentation sur l'indépendance dans le notariat. Comment est-ce qu'on voit ça? Comment est-ce que ça se développe? Pardon. Ensuite, on va vous parler plus précisément, Lions, ce que nous faisons, ce que nous pouvons vous offrir. Ensuite, on aura une table ronde. On aura Adeline et Fabienne qui nous font le plaisir et l'honneur de assister, de répondre à quelques questions qui sont des personnes qui ont déjà passé le pas et qui sont donc indépendantes aujourd'hui. Il y aura ensuite des questions. J'imagine que vous avez des questions, sinon vous ne seriez pas là. Et enfin, un petit moment de convivialité. On espère que vous pourrez rester avec nous pour prendre un petit verre et échanger un peu plus sur vos projets à chacun et ce que nous pouvons faire ensemble. Et une petite surprise, oui. Et un petit verre et un dîner aussi. Hein. Oui, un dîner, on vous pardon. a prévu, oui, il y a à manger. De quoi vous ravitailler. Exactement. Et une tombola. Je ne sais pas si on vous a dit la surprise, oui. Voilà, attention. Les numéros, gardez-les. Alors, l'indépendance dans le notariat, pour nous, c'est un nouveau monde. Et pour vous aussi, j'imagine. C'est un nouveau monde, et j'imagine que vous en avez entendu depuis peu, peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans maximum. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que travailler en tant qu'indépendant, ce que dans d'autres secteurs on appelle freelance, ou bien auto-entrepreneur sous un format juridique, mais aussi ça peut être une SASU, c'est quelque chose de très courant, travailler en tant qu'indépendant. Par exemple, dans l'informatique, il y a des dizaines et des centaines de personnes qui travaillent selon ce mode d'organisation. Et le notariat, en fait, il vient petit à petit depuis quelques temps. Ce nouveau monde, pourquoi advient-il ? Macron, évidemment, la loi Macron a fait exploser le nombre de créations d'offices. Et ces personnes-là, les créateurs loi Macron, n'ont pas la visibilité lorsqu'ils s'installent pour recruter. Ils n'ont pas la visibilité de leur activité. Et donc, ils font appel. Aujourd'hui, ils ont commencé par des fonctions, par exemple, de caisse, mais ils font après des appels à de la prestation sur de la rédaction. Mais ces personnes-là, ces créateurs loi Macron ne sont pas les seuls. Il y a aussi les études installées et les études historiques qui ont une vraie difficulté à recruter. Et parce qu'elles ont cette difficulté à recruter, parce qu'il y a un turnover, vous le savez, je pense, elles se tournent vers la prestation. Difficulté à recruter, Julie ? Difficulté à recruter, je peux en parler, puisque ça fait 1 an et demi que je recrute uniquement dans le domaine du notariat. Et c'est vrai que je vois beaucoup plus d'offres que de potentiels candidats à présenter. Et c'est le cas pour la plupart des personnes qui font le même métier que moi. Et ils ont des réelles difficultés. Et aujourd'hui, on est sur un monde où on a besoin d'avoir différentes options à apporter. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui en développant ce monde de l'indépendance. Et donc, ils font appel à des prestataires. Et on espère que ce soit vous et que comme MacGyver, vous puissiez vous sortir de toutes les situations à tout moment avec
tout outil. Ce nouveau monde, il est pour qui? Selon nous, ce monde, il est ouvert à tout le monde. Toutes les compétences sont requises aujourd'hui, que ce soit au sein des études installées historiquement, des études historiques, ou que ce soit au sein d'études de bébé Macron. Ce nouveau monde, il peut prendre la forme donc, dans l'indépendance par l'auto-entreprise. On en parlera un peu plus en détail lors de la table ronde. Ah pardon. Merci. Alors, un nouveau monde, quels sont les avantages de cette nouvelle manière de travailler? Donc concrètement, ça permet aux collaborateurs indépendants d'avoir plus de flexibilité. Flexibilité en termes d'horaire, j'entends pas mal de candidats qui me disent moi j'ai trop de temps de transport, j'arrive pas à voir mes enfants, j'ai besoin d'aller au sport, j'ai besoin de pouvoir être libre le soir. Il y a vraiment un vrai sujet en termes d'horaire et c'est vrai que ce nouveau mode de travail permet d'adapter ce fonctionnement à vos exigences et non plus le contraire. Donc pouvoir indiquer que le mercredi vous voulez le garder pour être avec vos enfants par exemple, ou vous dire que vous préférez travailler d'une traite et terminer à 17h vos fonctions, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de clients à recevoir, donc forcément c'est quand même beaucoup plus flexible. Deuxième point de flexibilité, le choix des missions. Ça vous permet aussi d'évoluer au travers de différentes façons de travailler. Donc le choix des missions, ça vous permet aussi de pouvoir décider si telle et telle mission va vous correspondre ou pas. Donc c'est encore une fois, vous êtes acteur et vous n'êtes plus du coup passif comme vous pouvez l'être en tant que salarié. Quant au congé, bon, ça c'est une petite expérience personnelle, mais il y en a peut-être certains qui vont se retrouver. Vous n'aurez plus à brandir votre petite feuille de congé pour que votre patron vous le signe en tremblant, en allant demander grâce pour avoir vos 2 semaines du mois d'août. Vous pourrez dire que concrètement, vous avez au cours de votre mission organisé déjà vos congés et que vous ne serez pas là de telle date à telle date. Et ce, de manière récurrente, vous pourrez organiser votre temps comme vous le souhaitez. Voilà. Qu'est-ce que ça implique aussi? Ça implique une nouvelle relation avec le notaire. Donc ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Pour certains, ça peut être, pour beaucoup d'ailleurs, peut-être un peu conflictuel. On a un vrai souci de management dans le notariat. J'espère pas pour tout le monde. Il y en a qui sont en train de travailler sur ça, des notaires que je côtoie. J'ai eu le plaisir de côtoyer aussi des notaires qui sont humainement sympas et qui ont une vraie dimension humaine à apporter, donc ça existe. Mais c'est vrai que cette nouvelle relation, on n'est plus sur la relation patron-salarié. Donc ça amène aussi un regard différent et ça permet aussi de ne plus avoir, comme l'implique une longévité d'un CDI, le fait de devoir avoir affaire à peut-être des patrons caractériels ou un petit souci qui peut se prolonger sur le long terme. Vous n'êtes pas content, ça se termine. Voilà. Voilà. Donc la nouvelle relation, moi j'en ai bénéficié puisque j'ai constaté moi-même qu'en étant indépendante et en proposant mes services de recrutement, le rapport avec les notaires avait déjà changé. Voilà. Donc ce serait le cas pour de la rédaction. Alors la diversité, on en parlait tout à l'heure, la diversité des missions, des études et des modes de travail. Ça vous permet aussi de vous permettre d'évoluer parce qu'on se dit est-ce qu'en étant indépendant, on ne va pas un peu stagner et on ne va pas rester un peu sur nos acquis. Ce n'est pas le cas puisque vous savez que chaque étude a sa manière de travailler. Moi, à chaque fois que je suis passée par une étude, on m'a remasterisé toutes les clauses en me disant non, cette clause c'est pas bon, moi il faudrait remettre une clause par là. Voilà. Donc chacun a son mode de fonctionnement et c'est vrai que ça vous permettra aussi d'évoluer et de pouvoir apprendre différentes choses au travers de vos expériences. Donc ça ne peut être qu'enrichissant en termes d'apprentissage. Voilà. Et puis les 2 modes de fonctionnement, on a donc deux fonctionnements, soit du surplace dans les études, soit en télétravail. Alors, il y a certaines études qui vont vous demander d'être sur place, d'autres qui seront OK pour du télétravail, notamment ceux qui n'ont pas de poste pour avoir de l'aide, ou les notaires créateurs Macron qui, eux, n'ont pas forcément besoin que quelqu'un soit sur place, mais qui puissent libérer du temps, leur libérer du temps, ou encore les études qui sont, sur lesquelles pèse beaucoup de pression par rapport aux collaborateurs qui sont en sous-effectif et qui ne s'en sortent plus. Donc ceux qui veulent quand même
préserver les collaborateurs qui sont en place, vont petit à petit faire appel à du télétravail. Et comme on va travailler, et là on est en train de travailler avec des notaires dans la France entière, on va pouvoir aussi recouper les compétences et avoir un notaire de Marseille qui pourra travailler avec un collaborateur de Nancy par exemple. Voilà. Donc ça peut être aussi un bon moyen. Le télétravail, ça permet donc, comme je le disais tout à l'heure aussi, de s'organiser en termes de famille. Vous avez aussi une vie à côté de votre travail. Et ça permet, c'est peut-être pas le cas dans l'Assemblée, mais ça permet aussi l'expatriation. Parce que pour ceux qui ont dû rejoindre leur conjoint, par exemple en dehors de la France, et qui ont dû abandonner le notariat. J'ai eu beaucoup de cas comme ça, où vraiment les personnes étaient embêtées de devoir se reformer, puisque le métier du notariat n'est pas vraiment très exportable. Et c'est vrai que maintenant, c'est une nouvelle façon de voir les choses, et c'est une nouvelle façon de travailler à distance, et ça permet aussi à ces gens-là de pouvoir en bénéficier. Voilà. Et enfin, le nerf de la guerre, la rémunération. La rémunération, c'est alors, certaines personnes, vous êtes libre de fixer votre tarif, évidemment. Les sociétés d'intermédiation comme les nôtres vous permettent aussi de vous aiguiller aussi, si vous le souhaitez, sur le tarif, parce que parfois on ne sait pas. Ceux qui commencent me disent, mais moi je ne sais pas combien je vaux, ce que je pourrais facturer. Donc nous on est là aussi pour vous aider, vous aiguiller. Et la rémunération, forcément en tant qu'indépendante, va être beaucoup plus élevée qu'en tant que salarié. Donc ça, c'est un plus. On y reviendra tout à l'heure. Fabienne nous fera un petit topo sur l'auto-entreprise. Vous avez des aides en plus de l'ACRE. Pour ceux qui le sont déjà, ils le savent. Quand vous êtes demandeur d'emploi, vous avez aussi une fiscalité allégée dans les premières années. Donc ça vous permet les premières années aussi de gagner beaucoup mieux. Et c'est un meilleur rendement. Donc ça, par rapport au salariat, il n'y a pas de sujet. Alors, évidemment, à côté de ces avantages, dans ce nouveau monde, il y a des challenges. Alors les challenges, quels sont-ils? Il en faut. Le démarchage commercial. Donc forcément, être indépendant, ça veut dire aussi trouver les études qui vont vous confier ces missions, se faire payer, produire les factures, faire effectivement les relances. On va devoir, même si on ne l'était pas, intégrer un peu la casquette du comptable. Et il faut s'assurer une régularité des missions. On verra plus tard qu'on est là aussi pour vous aider à ce niveau-là. Tout le monde n'a pas le côté commercial dans l'âme, et tout le monde n'a pas envie forcément de cette démarche, et on sera là aussi, si vous le souhaitez, pour vous aider. L'autre challenge, c'est le challenge administratif. Voilà, la paperasse, on va avoir forcément, vous allez devoir vous y mettre. Donc les contrats à fournir par rapport les contrats à faire signer au notaire, la facturation et effectivement les déclarations sociales et fiscales qui sont liées à votre statut d'auto-entrepreneur. Effectivement, on en reparlera plus tard. On pourra aussi vous aider. La couverture sociale, alors ça c'est un sujet dont tout le monde a parlé, la fameuse CRPCEN. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand vous êtes indépendant, vous quittez le monde des salariés du notariat, et donc vous êtes affilié au régime général qui est la CPAM. Et évidemment, il faut aussi prévoir, si vous le souhaitez, une complémentaire, ou alors si vous avez un conjoint qui a peut-être une complémentaire famille, vous pouvez aussi rejoindre cette complémentaire au travers de votre conjoint pour ne pas payer de frais supplémentaires. Mais il faut prendre en compte la couverture sociale qui est importante. La rémunération variable, ça il faut que vous en ayez bien conscience. Être indépendant, ça a beaucoup d'avantages, mais il faut savoir que la rémunération va être variable en fonction des missions, en fonction de des missions que vous allez pouvoir décrocher sur une année. Donc il faut se dire que voilà, par exemple, même si vous gagnez plus d'argent quand vous êtes en train de réaliser une mission, les mois dans lesquels vous n'allez pas travailler, vous allez être en vacances par exemple, vous ne serez pas payé, à moins que vous soyez au chômage et que vous cumuliez auto-entreprise et chômage. Mais ça ne durera qu'un temps. Ça durera le temps de l'inscription à Pôle emploi. Alors, dans ce nouveau monde, quels sont les risques? Les risques, on en a parlé, j'en ai beaucoup entendu, c'était la question la plus récurrente. La CRPCEN. La CRPCEN, tout le monde en entend parler, apparemment, là, essaye en voyant un peu cette population partir un peu plus vers l'indépendance, elle essaye de se raccrocher à ce qu'elle peut, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne contre les notaires qui engagent des auto-entrepreneurs.
Moi, pour la petite histoire, j'ai aussi appelé la CRPCEN puisque j'avais entendu pas mal de choses sur ça. J'ai expliqué à un conseiller de la CRPCEN que je souhaitais me mettre en tant qu'indépendante et si j'avais le droit. La personne à qui j'ai parlé m'a dit que oui, mais que je ne bénéficierais plus de la CRPCEN, mais que je serais au régime général. Voilà, donc il n'y avait pas d'interdiction, ou il n'y a pas eu de mise en garde de leur part, mais je pense que ce combat-là, ils le font plutôt du côté des notaires. Et du coup, voilà, c'était juste la petite aparté sur la CRPCEN. Deuxième petit frein, le CSN et les chambres départementales. Alors là, effectivement, ces instances sont un peu dépassées par le phénomène, puisqu'elles sont en train de constater qu'il y a de plus en plus de personnes. Il y a une vraie communauté sous-jacente qui n'est peut-être pas encore très officielle, mais en tout cas officieusement, ça se pratique déjà. Beaucoup de gens sont déjà indépendants. Et ils sont dépassés par ce phénomène parce qu'ils voient qu'il y a un vrai sujet de recrutement, que les notaires n'y arrivent plus, puisque dans ces instances-là, vous avez des notaires qui sont en place. Et le sujet du recrutement est un vrai sujet dans toutes les réunions. Et donc, ils vont être, entre guillemets, obligés d'y venir. D'ailleurs, pour la petite histoire, on nous a indiqué avec David, une collaboratrice nous a indiqué que le patron du CSN lui-même avait incité une collaboratrice qui voulait partir à se mettre en tant qu'indépendante. Donc, est-ce que les choses sont en train de changer? Peut-être, je l'espère. En tout cas, c'est ce que nous espérons tous très fort. Voilà. Et David, je te laisse indiquer qui nous sommes. Alors, qui nous sommes? Nous sommes une agence spécialisée dans le notariat. Ce que nous faisons, c'est que nos clients sont les notaires qui font appel à nous lorsqu'ils ont un besoin de mission sur une fonction précise. La mission peut aller de 1 mois à 6 mois. Et les collaborateurs, les intervenants que nous leur dépêchons, peuvent être des personnes en interne, c'est-à-dire nos salariés, on est en train de recruter d'ailleurs, ou des personnes qui sont indépendants, c'est-à-dire potentiellement vous demain. Les missions qu'on propose. Alors, les missions qu'on propose, déjà, pourquoi est-ce que nous avons ces missions à vous proposer? C'est tout simplement qu'on a aujourd'hui plus de 70 études avec qui nous avons déjà travaillé, que ce soit sur une mission de recrutement ou sur une mission, enfin sur de la mission. Et donc, il fait qu'aujourd'hui, il y a une confiance, il y a une certaine notoriété qui s'est mise en place. Et le notaire, lorsqu'ils ont un besoin temporaire, lorsqu'il y a un besoin de ce type-là, ils vont faire appel à nous. Ils savent aussi que nous avons à cœur de leur envoyer des intervenants de qualité, que nous essayons donc de nous assurer qu'en termes de compétences juridiques et aussi de simples comportements. Ce que nous vous offrons aussi, ce que nous cherchons à vous offrir, c'est un vrai accompagnement. C'est-à-dire vous, en tant qu'indépendant, demain, vous vous dites « Ok, je veux me lancer ». Ce qu'on fait, c'est qu'on se fait un entretien où voilà, on peut parler de taux journalier. On, après, vous met en relation avec les notaires qui ont des missions. Et pendant la mission, on assure un suivi régulier, savoir si vous êtes content, si le notaire aussi est content et comment est-ce que les choses évoluent. On a à cœur aussi de vous faciliter la vie sur tout ce qui est administratif. Pour ça, on a tout simplement des contrats qu'on a déjà validés avec notre avocat. Les contrats qui, par exemple, ont des clauses de confidentialité, qui sont des sujets qui inquiètent souvent. On a aussi, on est adepte du zéro papier. Et même comme aussi, dans le notariat d'ailleurs. Voilà, donc on essaie de faire signature électronique, et puis comme ça vous permet de conserver tout ça. Et voilà, et puis après il y a aussi un compte-rendu d'activité en ligne, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est comme ça prestataire, il faut faire valider au notaire le temps travaillé, un peu comme de l'intérim au niveau de l'heure, mais là on est à la journée, et donc il faut faire valider. Donc voilà, nous on fait ce compte-rendu d'activité en ligne. Et enfin, là aussi, et c'est un peu la raison de cet événement, on a à cœur de fédérer la communauté des indépendants, que ce soit voilà, par des événements et que ce soit aussi par de l'entraide. On a le projet de mettre en place donc, un chat, une discussion en ligne où vous pouvez un peu partager votre expérience et discuter entre vous. Parce que moi, j'ai été, avant de rejoindre Julie, pendant 1 an, freelance, on appelle ça un peu dans le monde d'où je viens, et il y a on n'a plus de collègues.
Mais en revanche, il y a toujours ce besoin de convivialité, il y a ce besoin de partage, il y a ce besoin d'échange. Et heureusement qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et on espère un peu vous aider là-dessus aussi. Alors, Lions, maintenant, comment ça fonctionne? Donc, vous avez compris, en tant qu'indépendant, vous avez en fait deux choix là-dessus. Vous pouvez trouver par vous-même vos clients, gérer tout indépendamment. Vous pouvez aussi passer par des sociétés d'intermédiation comme les nôtres. Alors, si c'est le cas, comment ça marche? 5 points. Au début, comme je vous l'avais déjà dit, on se rencontre, on sélectionne les candidats, les collaborateurs, et on discute pour savoir votre taux journalier. Si vous avez déjà une idée, on en prend bien note. Et sinon, on peut vous conseiller là-dessus. On peut aussi vous dire ce qui se fait au regard de votre expertise, au regard de votre expérience. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il n'y a pas de frais de référencement. C'est-à-dire, frais de référencement, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de frais juste à ce qu'on présente votre profil au notaire. C'est-à-dire, voilà. Que vous soyez référencé, par exemple, sur notre site, comme on a pu l'entendre. Il n'y a aucun frais à débourser, vous êtes indépendant, donc il y a déjà une belle démarche de votre part. Donc le but, c'est de vous aider, ne pas vous alourdir. On est d'accord. La deuxième étape, c'est qu'on vous propose des missions qui sont disponibles. Si ça vous intéresse, on envoie avec votre accord votre profil au notaire. Si le notaire est OK, et bien dans ce cas-là, on passe à l'étape suivante. Là, à nouveau, ce qui est important pour nous, c'est qu'il n'y a pas d'exclusivité. Si vous nous dites, bon, là, David, je ne suis pas disponible, j'ai une mission par moi-même, OK. Bon, c'est votre liberté la plus totale. Donc vient ensuite le moment de la rencontre avec le notaire, donc un entretien tout simplement, que ce soit au sein de son étude ou bien par visio, si la rencontre physique n'est pas possible. Visioconférence. Oui, visioconférence. Et quatrième étape, la signature des contrats. Alors en termes contractuels, donc, ce que nous avons, c'est un contrat de prestation entre Lions et le notaire, et il y a ensuite un contrat entre Lions et l'indépendant. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre l'indépendant et le notaire. Pour nous, ça c'est aussi une des solutions que, avec notre avocat, on a bon espoir sur tout ce qui est problématique avec la CRPCEN. Puisque la CRPCEN, sur quoi en fait on verra peut-être aussi d'autres avis, mais c'est qu'il ne souhaite pas que l'auto-entreprise soit du travail déguisé, tout simplement du salariat déguisé. Or nous, la prestation que nous achètent que les notaires, ce sont de dépêcher des collaborateurs. Ça pourrait être une personne ou une autre personne. Nous avons plusieurs profils. Donc voilà, c'est nous qui sommes en quelque sorte la relation avec le notaire et non pas l'indépendant. Et enfin, dernier point, c'est le début de la mission, tout simplement. Et nous avons à cœur de vous suivre, de faire un petit point d'avancement, si tout se passe bien, avec le notaire aussi. Et puis après, à la fin du mois, il y a une facturation. Donc vous nous envoyez votre facture, qui est basée sur ce qu'on appelle, pour l'acronyme, le CRA, le compte-rendu d'activité. C'est-à-dire, chaque semaine, vous avez fait signer au notaire en disant j'ai travaillé 5 jours, j'ai travaillé 4 jours la semaine suivante. Vous nous envoyez cela, sur cette base-là, vous faites votre facture. Et qu'on vous règle à réception. Voilà, c'est à peu près tout pour la présentation. Maintenant, nous allons commencer à la table ronde. J'ai le plaisir et l'honneur d'inviter à nous rejoindre Fabienne et Adeline. On peut les applaudir. Merci à elles. Alors, Fabienne et Adeline, déjà merci d'être parmi nous. Merci d'avoir accepté d'intervenir lors de cette table ronde. Alors, je vais vous présenter rapidement ces deux femmes. Donc, tout d'abord, Adeline, qui a été DRH pendant 7 ans. Adeline qui est à gauche. Voilà. Qui a été DRH pendant 7 ans d'une grande étude parisienne. Donc, elle a été au cœur des problématiques de recrutement, forcément. Elle est également psychologue clinicienne et aujourd'hui indépendante.
depuis peu. Elle consulte donc en cabinet privé et propose également ses services de ressources humaines externalisées aux notaires et de coaching. Voilà. Quant à Fabienne a travaillé en études notariales pendant près de 30 ans, puis a fondé début 2018 donc sa micro-entreprise de prestation de back-office, donc plutôt caisse et formalités, à destination des notaires, donc tout particulièrement les créateurs Macron. Elle a parallèlement créé le groupe, vous y êtes peut-être pour certains d'entre vous déjà adhérents, les auto-entrepreneurs du notariat, qui accueillent donc, oui sur Facebook, oui, tout à fait, qui accueillent les auto-entrepreneurs en activité pour un partage d'entraide. Et donc, moi j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit que, voilà, qu'elles avaient eu recours pour des questions à Fabienne, qui les a aiguillées un peu dans toute cette démarche. Donc elle a accepté ce soir de faire part de son expérience et elle vous parlera un peu plus tard des démarches et obligations administratives liées au statut d'auto-entrepreneur, et je pense qu'il y en a pas mal qui seront là pour vouloir avoir des informations à ce niveau-là. Alors j'ai quelques questions pour vous, mesdames. Adeline, qu'est-ce qui vous a décidé à devenir indépendante déjà ? Il y a eu plusieurs raisons. La première, c'était la fin d'un cycle professionnel. Ça fait à peu près comme Julie cette année. Je pense que c'est un bon delta pour faire le tour et se rendre compte de certaines choses. Comme pour les relations amoureuses, hein. L'amour dure 7 ans. Ah, ben voilà, ça doit être le ça. notariat dure 7 ans. Alors bon, c'est quand même une forme aussi d'amour, hein, finalement, parce qu'on en sort, mais on est toujours en lien avec. Et puis, au cours de ces 7 ans, il y a eu cette réforme Macron. Moi, j'ai constaté un petit peu la façon dont fonctionnait l'étude. Je ne vais pas dire le management, parce que je vais appeler ça plutôt l'encadrement et tout ce que ça comporte. Je venais aussi d'un monde différent et quand même une difficulté à faire changer les choses en interne, à faire passer certains messages. Les messages étaient reçus, mais après, quand on passe sur le plan pratico-pratique, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en action. Et puis, voilà, il y a eu cette réforme Macron et avec ces indépendants qui se sont installés, et je me suis dit que je pouvais aussi apporter quelque chose à l'extérieur, en fait, de l'étude dans laquelle je travaillais. Donc, je me suis lancée. Et voilà, c'est en cours, enfin c'est fait en tout cas, et ça se met en place. Et vous êtes radieuse, super. Fabienne, de votre côté, qu'est-ce qui vous a décidé à devenir indépendante ? Alors, moi j'ai eu un peu plus d'endurance, parce que je suis restée 31 ans dans les études. C'est ça, donc, voilà. Donc un vrai tournant. Et ça a été aussi l'envie d'échapper au stress quotidien du travail en études, en plus qui ne fait que croître au fil des années. Voilà, et donc la loi Macron et les créations qui en ont résulté m'ont paru être le bon moment de changer de braquet. Et comme j'avais des compétences dans les domaines de la caisse, la taxe, les formalités, je me suis dit que j'aurais pas trop de difficultés à trouver à m'employer pour assister ces études créées. Et de fait, c'est le cas, il n'y a pas de problème. Super, voilà. Merci. Alors Adeline, on repasse à vous. Quels sont, selon vous, les changements structuraux et sociaux que vous avez pu observer au cours de ces dernières années ? Moi, ce que j'ai observé, c'est que en tout cas les salariés qui faisaient partie de l'étude, un attachement très profond et je pense très authentique à leur domaine d'activité. Par contre, c'est plutôt la façon dont le quotidien est organisé, si on peut peut-être dire qu'il soit organisé, parce que pour certaines parties, c'est vrai que remarquez, la non-organisation est une forme d'organisation aussi, et que mais tous ces collaborateurs, voilà, je les voyais très attachés à ce qu'ils faisaient et en même temps, on peut dire quand même très en souffrance par rapport à un certain nombre de sujets. En même temps, une verticalité dans l'encadrement et dans la façon d'encadrer les collaborateurs qui a été vécue difficilement.
et des velléités de créativité qui, moi, m'ont paru quand même fortement intéressantes. À la fois une volonté du côté, là, plus des notaires, peut-être une envie de prendre en fait les idées des collaborateurs, parce qu'ils peuvent remarquer à certains moments qu'il y a des choses intéressantes, mais en même temps, toujours de par cette verticalité, quelque chose qui bloque sur la mise en place et au quotidien. Chez les notaires aussi, moi j'ai vu de façon presque attachante en fait comment ils ont vécu cette réforme de 2016 avec la loi Macron. En plus, l'un de mes patrons à ce moment-là faisait partie des instances et donc j'ai vu combien il était déchiré par ce qu'il vivait. Et en même temps, deux formes de pression, une volonté de ne pas lâcher quelque chose et en même temps une volonté des collaborateurs de se dire peut-être qu'il y a un nouveau monde, en tout cas une nouvelle forme de collaboration qui est possible. Super, merci beaucoup. Alors toujours Adeline, est-ce que le passage du statut de salarié à indépendant, selon vous, changerait le comportement des notaires ? Oui, indéniablement. Indéniablement. C'est-à-dire que on passe quand même à une relation verticale, à une relation un peu plus horizontale. Alors, on ne va pas dire qu'elle est horizontale à 100%, mais en tout cas, on va dire que la pente de la verticalité est quand même moins abrupte. Et donc, je pense que la différence, c'est que c'est la relation humaine et de confiance qui va se mettre en place au travers d'une relation commerciale. En plus, il y a cette pénurie aussi de collaborateurs qui rend les choses de ce fait assez incontournables. Donc c'est une nouvelle façon d'aborder l'humain de façon peut-être un peu moins brutale pour les deux côtés. Moins tyrannique quelquefois. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Alors, on passe à Fabienne. Fabienne, concrètement, nous parlons depuis le début de la soirée d'auto-entreprise, mais est-ce que vous pouvez partager peut-être avec nous les fameuses démarches et obligations administratives liées au statut d'entrepreneur, puisque vous avez renseigné pas mal les collaborateurs sur ce point, et vous avez un vécu à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous êtes ici nombreux à ne pas avoir fait encore de déclaration d'activité. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont en réflexion sur le statut. Oui, il y en a quelques. Oui, vous n'êtes pas tous. Déjà, pas tous. D'accord. Alors, je vais aller très rapidement. Je vais vous brosser le tableau. Sachant quand même que en matière d'auto-entreprise, il y a quantité de sites sur Internet qui décrivent très bien le statut. Je voudrais vous renvoyer déjà au site officiel, celui sur lequel on fait sa déclaration d'activité notamment, qui est auto-entrepreneur.ursaf.fr, où il y a aussi bien des infos sur le statut que la déclaration d'activité et que la possibilité de gérer ces changements au niveau de l'activité. Vous avez sinon d'autres sites qui donnent bien un bon aperçu. Alors, pour faire simple, comment ça se passe lorsque vous voulez créer l'activité ? Il y a plusieurs démarches à effectuer. La première, c'est effectivement de faire sa déclaration en ligne sur ce site auto-entrepreneur.ursaf, dans lequel vous décrivez l'activité que vous avez l'intention d'exercer sous ce statut et qui va déterminer un code APE qui vous sera donc attribué en raison de cette description. Le code APE déterminant lui-même si vous vous retrouvez dans la catégorie artisan ou dans la catégorie prestataire de services, profession libérale. Et ça joue un rôle en termes de cotisation, donc il y a intérêt à faire attention, parce que si vous vous retrouvez par exemple en artisan, vous allez devoir payer des cotisations chambre des métiers, ce qui est un peu dommage pour faire de la rédaction d'actes, on ne voit pas trop le rapport avec l'artisanat, mais bon. Une fois que vous avez fait cette déclaration, l'INSEE vous renvoie à peu près sous 15 jours votre numéro SIRET, dont vous aurez besoin pour éditer vos factures notamment. Mais néanmoins, vous pouvez commencer votre activité dès le jour de votre déclaration, à la date d'effet que vous avez mis dans cette déclaration. Il est nécessaire aussi d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité. Ça, c'est une obligation légale, donc vous ouvrez un compte bancaire.
sur lequel passeront toutes vos recettes, mais également vos dépenses, puisque si par exemple vous avez des frais de déplacement, vous faites des prestations sur Paris, vous avez des tickets RATP, vous prenez un jour le taxi, vous invitez un client à déjeuner, enfin ce que vous voudrez, vous achetez une cartouche d'encre pour mettre dans votre imprimante, etc. Ça doit passer par ce compte-là. Il y a une dispense à avoir un compte dédié si votre chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 000 €. Enfin, j'espère pour vous qu'il sera très supérieur à 5 000 €, évidemment. Il est de bon ton de se déclarer à la CNIL, notamment pour la norme simplifiée NS 048, qui concerne le traitement des fichiers clients. Voilà. Comme vous allez faire des factures, vous allez donc certainement utiliser un logiciel dans lequel vous allez rentrer les coordonnées de vos clients afin de générer à chaque fois une facture avec une jolie en-tête, l'adresse du client, enfin tout ce qu'il faut. Et pour cette raison-là, il faut avoir fait sa déclaration norme simplifiée 048 à la CNIL. Ça se fait en 3 clics, c'est pas très embêtant. Et enfin, toujours dans le cadre de l'installation, il est conseillé, et d'ailleurs les inspecteurs de chambre le vérifient, demandent au notaire de s'assurer que leurs prestataires ont bien fait cette démarche, c'est une assurance. Voilà. Alors, au niveau de l'assurance, c'est un petit peu compliqué parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas vraiment mettre que vous êtes juriste, etc. Parce que pour les assureurs, il y a des professions réglementées pour exercer le droit. Et donc, évidemment, comme vous n'êtes ni avocat, ni notaire, ni huissier, ni rien de tout ça, ils n'ont pas ils ne font pas d'assurance pro à des personnes qui ne seraient pas dans ces statuts réglementés. Ce que vous pouvez prendre du coup, c'est dans le secrétariat à distance, ça, ils assurent. Donc vous pouvez très bien faire secrétariat à distance, c'est pas le problème. L'important d'ailleurs, c'est que ça couvre les dégâts matériels plutôt que vous pouvez faire dans le cadre de vos fonctions. Du genre, vous faites une très malheureuse manipulation et vous écrasez la totalité du serveur de l'étude. C'est bien utile d'avoir un assureur qui va fournir l'argent pour que quelqu'un vienne réinstaller l'étude. Vous travaillez sur place, vous renversez le gobelet de café dans l'imprimante multifonction, étincelle partout. Bon, c'est bien aussi d'être assuré. Voilà, ça assure plus les dégâts matériels que vous pouvez faire dans l'exercice de vos fonctions que le contenu de votre travail. Voilà. Donc j'en ai fini avec les démarches d'inscription et je vais aller très rapidement sur ce qui avait été évoqué ici, c'est-à-dire les obligations sociales et fiscales qui découlent de l'activité elle-même. Alors, suite à la déclaration d'activité, l'URSSAF et votre service fiscal vont être informés immédiatement, donc vous n'avez pas vous à leur écrire. Vous attendez gentiment que l'URSSAF vous écrive pour vous dire nous avons pris note de votre installation, ça va se passer comme ci, comme ça, à telle date vous devez nous déclarer ceci, cela, à telle régularité. Ce qu'il faut savoir dans le statut d'auto-entrepreneur, je ne parle absolument pas des SASU et autres systèmes sociétaux. Là, c'est pas, enfin, je ne connais pas suffisamment. Et puis de toute façon, dans ce cas-là, il faudra peut-être s'accompagner d'un expert comptable. Oui. C'est bien pour ça d'ailleurs que moi je me suis mise en auto-entrepreneur, c'est que j'avais pas du tout envie d'avoir à payer un comptable pour faire des. Enfin, voilà, ça m'a pas paru judicieux pour ce qui me concerne. Surtout que le plafond, là, pour être auto-entrepreneur, on est à... Alors exactement, on est en prestation de service, donc le plafond, annuellement, il est de 70 000 € pour avoir droit au statut d'auto-entrepreneur. Et la franchise de TVA va jusqu'à 33 200 €, ce qui est pas mal non plus. Donc moi, je ne vais pas juger opportun de faire une société, pour échapper justement à l'obligation de tenir une comptabilité. Donc, en ce qui concerne les déclarations sociales et fiscales, donc, pour l'URSSAF, selon le choix que vous avez fait dans la déclaration d'activité, vous aurez à payer soit mensuellement, soit trimestriellement, c'est le choix que moi j'ai fait, vos cotisations sociales. Vous remplissez en ligne la déclaration sur laquelle il y a juste lieu d'indiquer le total de vos recettes pendant le trimestre concerné. Donc, s'agissant par exemple du premier trimestre 2019, vous avez jusqu'au 30 avril 2019 pour déclarer vos recettes du premier trimestre. J'insiste, c'est bien les recettes brutes, c'est-à-dire sans déduction d'aucune charge quelconque. D'accord ? Sur cette base-là, vous allez donc avoir à payer des cotisations. Alors, le taux de droit commun, c'est 22,1%.
qui comprend toutes les cotisations sociales, y compris la cotisation formation professionnelle. J'ai cru comprendre, et je reprends là-dessus ce que vous disiez tout à l'heure sur l'ACRE, j'ai cru comprendre que depuis le 1er janvier, tout le monde avait droit, désormais chômeur, pas chômeur, à Pôle emploi ou pas, à une exonération. J'ai cru le lire aussi. Voilà, je me suis renseignée parce que je n'en croyais pas mes yeux. Avant, c'était réservé aux moins de 25 ans et aux chômeurs, je crois. Non, il n'y avait pas de moins de 25 ans, il suffisait d'avoir des droits au chômage et de créer sa boîte. C'était donc le système de l'ACRE. Maintenant, apparemment, je regrette presque d'avoir créé en 2018, parce que ceux qui créeront en 2019, donc à partir de maintenant, auront la joie, pendant les 3 premiers trimestres, de payer 5,50 au lieu de payer 22,1, donc c'est quand même sympa. Les 4 trimestres suivants, je crois qu'ils paieront 11 et des brouettes au lieu toujours des 22,1. Et la 3e année, ils paieront 16,80, toujours à la place des 22,1. Voilà. Et après, ils passent dans le droit commun. Ça permet de se lancer quand même. Alors oui, attention. Par contre, il y a quand même une condition. Cette aide-là ne fonctionne que si vous faites un CA, un chiffre d'affaires maximum annuel de 61 400. Chacun fait son petit seuil, qui pour la TVA, qui pour le régime de l'auto-entreprise, qui pour cette exonération. Il faut suivre ça de près, hein. Donc ça, c'était le régime des cotisations sociales. Et en effet, ça ne couvre pas, ça vous couvre au régime général de base de la Sécu. Comme il a été dit judicieusement, ça ne va pas couvrir tous vos frais maladie. Il faut, à côté de ça, avoir une mutuelle. Donc souscrire une mutuelle à titre personnel ou se raccorder à la mutuelle matrimoniale du membre de la famille ou de votre conjoint qui a déjà une mutuelle d'entreprise, par exemple. Les coûts fiscaux, qu'en est-il? Alors, je vous rappelle donc que le statut fiscal de l'auto-entreprise fonctionne jusqu'à un CA de 70 000 € par an et qu'au-delà, vous passez en entreprise individuelle pour l'avenir. Donc entreprise individuelle en BNC, avec une comptabilité au réel, contrôlée. Donc une comptabilité du coup des recettes, des dépenses, il en résulte un bénéfice. Enfin voilà. Bon. Là en auto-entreprise, on ne rentre pas dans ces détails-là, c'est même tout l'intérêt du statut. Comment est calculé votre IR? Alors, de 2 choses l'une, il y a 2 systèmes. Soit au moment de la déclaration d'activité, vous avez opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu. À ne pas confondre avec le prélèvement à la source, ce n'est pas du tout la même chose. Le prélèvement libératoire, il est libératoire comme son nom l'indique. Dans ce cas, lorsque vous ferez vos déclarations sociales URSSAF, si vous avez opté pour cet IR libératoire, vous aurez 2,2%, une cotisation supplémentaire de 2,2% qui représentera à titre définitif votre impôt sur le revenu du chef de ces revenus-là. D'accord? Alors, pour opter pour ça, on n'est pas éligible si en N-2, on a excédé tel plafond de revenus imposables. Enfin bon, vous voyez la question. Si vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire, parce que vous ne jugez pas ça judicieux, parce que par exemple, vous n'êtes pas imposable dans le foyer. Imaginons vous êtes seul à travailler, vous avez plusieurs parts fiscales parce que vous avez un conjoint et des enfants. Ce serait quand même stupide d'aller payer 2,2% de ses revenus en prélèvement libératoire, non restituable donc. Vous êtes quitte avec les impôts, ils sont quittes avec vous. Il n'y a aucun calcul qui est fait. Donc si vous êtes non imposable en cas de déclaration normale, ce serait vraiment stupide d'aller payer un impôt de 2,2 que vous ne devez finalement pas. Donc l'autre système, c'est de déclarer dans ses revenus normaux, dans le cadre de la déclaration de revenus. Et là, ce qu'il est bon de savoir, c'est que vous devez déclarer là aussi votre CA brut, tel que vos recettes, purement et simplement. Et il y a un abattement de 34% qui est appliqué à titre de forfait de charge, grosso modo, et vous êtes donc imposé sur le reste. Donc ça reste avantageux puisque lorsque vous avez les cotisations étant de 22,1%, ça vous laisse encore une marge de quasiment 12% pour vos frais professionnels autres, vos frais de déplacement et autres. Donc c'est quand même l'abattement de 34% est assez large dans le domaine des prestations de services. Voilà. Parlons un peu de TVA maintenant. Donc, quand vous commencez votre activité, vous êtes par défaut en franchise de TVA et ceci donc jusqu'à
un CA annuel de 33 200 €. Vous pouvez choisir de vous soumettre volontairement à la TVA dès le début si vous le souhaitez, notamment si vous faites des achats dont vous souhaitez récupérer la TVA. Si ce n'est pas le cas, et en général on n'a pas des achats suffisamment importants pour que ça soit la peine, on se met en franchise de TVA. Lorsque vous êtes en passe de dépasser les 33 200 de facturation, là, vous devez commencer à appliquer la TVA à vos clients, à soumettre vos tarifs à la TVA, et ceci dès le premier jour du mois du dépassement du seuil. Voilà, donc il faut un petit peu anticiper, voir comment ça avance. Donc une TVA à 20%. Oui, une TVA à 20% que le notaire récupère puisqu'il est lui-même soumis à TVA. Donc pour le client, il n'y a aucune incidence, sauf peut-être en trésorerie évidemment, parce qu'il faut qu'il vous avance la TVA avant de la récupérer le mois suivant. Mais en charge proprement dit, ça ne lui coûte pas plus cher. Et enfin, la reine des obligations, l'unique obligation comptable que vous ayez, c'est de tenir un livre des recettes. Voilà, un livre des recettes qui, évidemment, doit être fiable. Donc on ne le fait pas sur feuille volante, on ne le fait pas sur ordinateur, on le fait donc sur un cahier, pas non plus à spirale d'ailleurs, un cahier relié qui a priori n'est pas susceptible de falsification a posteriori. Il y a des modèles qui se vendent sur Amazon pour 3 fois rien, avec les colonnes adéquates, et puis sinon vous le fabriquez vous-même sur un cahier broché, avec des mentions obligatoires que je vous laisse le soin d'aller voir par vous-même sur les sites concernés. Voilà pour ce qui est des obligations. Parfait, merci beaucoup Fabienne pour ces informations. On repasse à Adeline pour encore une des dernières questions. Alors Adeline, quels sont selon vous les indices qui amènent à penser que l'indépendance est un choix plus adapté à certaines personnes que le salariat, et quels conseils pourriez-vous leur donner ? Tout d'abord, il faut quand même avoir un esprit, en tout cas autonome, et se mettre dans une démarche où finalement on est un peu le seul maître dans son bateau. Faire appel aussi à sa créativité. Et il faut quand même avoir une fibre, sinon commerciale, mais en tout cas un savoir-être dans la relation qui permet de pouvoir discuter un peu avec l'ensemble des milieux que vous allez pouvoir rencontrer. Et puis une très 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 grande motivation et surtout croire à la fois en soi et en son projet. Je pense que ça, s'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Préparer aussi son réseau. Comprendre que en fait chaque contact devient une source potentielle soit de rebondissement, soit de concrétisation, mais en tout cas c'est une richesse, et donc en prendre soin et ne pas hésiter à le développer, le relayer. Être très très organisé aussi, parce que il faut avoir la tête à 1000 endroits. Donc il y a le commercial, il y a la comptabilité, il y a la banque, il y a l'administratif, il y a la réflexion, il y a quand même beaucoup de choses. Et je pense une certaine forme de disponibilité aussi. C'est vrai que si on a 3-4 enfants, un mari qui est en déplacement 3 fois par semaine, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Donc en tout cas savoir se dégager du temps et s'astreindre à un rythme à la fois chargé mais organisé. En même temps, c'est aussi ce que vous vivez plus ou moins dans votre quotidien dans les études. C'est ce que j'allais vous dire, le rythme chargé, on l'a déjà en tant que salarié. Voilà, le rythme chargé, vous l'avez, simplement il va falloir peut-être lever la tête du guidon peut-être plus régulièrement et regarder dans de multiples directions en même temps. Mais je pense que si on a la motivation, si on prend le temps aussi de mûrir son projet et d'être au clair sur les motivations qui sont les siennes quand on cherche à développer ce projet, je pense que de toute façon, limiter aussi les risques. Et puis tenter, il y a toujours des façons de rebondir, mais moi je dis que vaut mieux avoir, des remords que des regrets. Donc vaut mieux l'avoir fait et puis
Voilà, et bonne chance à tous si vous, si vous le souhaitez. Merci. Merci Adeline. Fabienne, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Quels sont les indices qui amènent à penser que l'indépendance est plus fait pour telle et telle personne que le salariat? Alors, quels conseils pourriez-vous leur donner? D'évidence, ça dépend aussi des charges personnelles de la personne. Je veux dire, celui qui a un emprunt immobilier à payer la scolarité de l'école privée de ses gosses et qui ne veut pas manger des nouilles toute l'année, il vaut peut-être mieux qu'il reste salarié. Hein, c'est évident, puisque, comme vous l'avez dit à juste titre, il n'y a pas de revenu garanti. Quand vous prenez vos congés, c'est un mois sans revenu. C'est d'ailleurs ce qui justifie que le tarif d'un prestataire n'est pas le même que le tarif horaire d'un salarié. Non seulement parce que déjà il va payer lui-même ses charges, hein, mais c'est pas tout. C'est que quand il ne travaille pas, quand il prend 5 semaines de congé, admettons, il n'y a pas d'indemnité de congé payé, il n'y a pas de 13e mois non plus d'ailleurs. Hein, donc quand on veut comparer ce qu'on gagnait dans une étude et combien il faut facturer quand on devient prestataire, il faut faire masse de tout ça. Les avantages qu'on avait comme salarié et comment on les retraduit en tant que prestataire. Sachant qu'il y a toujours l'inconnu d'avoir des clients ou de ne pas les avoir, d'être payé ou d'être pas payé. À ce propos, si j'ai un conseil à vous donner, c'est un client qu'il faut relancer dès les 2 premières prestations, vous n'allez pas à la 3e. Hein. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et puis d'abord, ça les éduque. Hein, ils ne feront pas le coup à un autre prestataire. Et franchement, s'ils perdent du temps à faire des relances, à assurer le suivi de ces rentrées, ça vaut pas la peine. Hein. Par contre, nous pourrons l'avoir comme client, puisque nous vous réglerons derrière, dans les temps. Alors Fabienne, toujours pour vous, la dernière question. Quelles sont les principales difficultés auxquelles les indépendants peuvent se heurter? Vous avez conseillé pas mal d'indépendants sur ces sujets-là et on aimerait bien avoir votre avis. Alors, les difficultés auxquelles ils peuvent se heurter, la principale difficulté, c'est justement la méfiance des notaires, de ceux de l'ancienne école en tout cas, par rapport à l'auto-entreprise, la prestation extérieure, enfin surtout en indépendant, parce qu'encore quand c'est des sociétés, alors là vous avez l'interface Lyons, donc ça va passer comme une lettre à la poste, puisque eux ils vont payer une facture commerciale de Lyons, et puis c'est Lyons qui se charge de vous régler, donc pour le notaire il y a un écran qui fait qu'il n'y a aucune chance que la CRPCEL lui court après. Voilà. Mais en tant qu'indépendant, auto-entrepreneur, en relation directe avec le client, c'est ça les problèmes auxquels on se heurte en général. Alors, pourquoi? D'abord à cause des réserves que les instances elles-mêmes ont exprimées, notamment le CSN avait fait une circulaire en décembre 2016 condamnant la sous-traitance en matière de rédaction. Alors, quand on lisait d'un peu plus près, je la tiens à la disposition de qui en veut, il suffit de me dire où je dois la poster, je l'ai chez moi. Il faut la lire avec attention parce qu'en fait, en la lisant attentivement, on s'est rendu compte que ça s'adressait tout spécialement à une étude bien précise de Paris qui commençait à sous-traiter ses actes au Maghreb. Et en effet, dans la circulaire, on nous parle de règles il y a des règles sécurisantes à l'intérieur de l'UE, mais c'est déjà plus la même chose quand c'est hors UE. Donc là, ça devenait tellement fumeux que tous les notaires qui n'étaient pas au courant se sont dit mais de quoi ils nous causent là? Il m'est venu à l'idée d'aller sous-traiter à Madagascar un acte, mais en fait ça s'adressait très précisément à une étude, voilà. Et il s'agissait de mettre en garde les autres de ne pas prendre le même chemin. Néanmoins, ils ont invoqué aussi des problèmes de secret professionnel. Or là, franchement, c'est là qu'il faut que votre contrat de prestation soit très clair. Il faut absolument qu'il y ait dedans. On vous a proposé ici, j'ai entendu, de vous aider à la rédiger. D'ailleurs, je ferai appel à votre aide parce que moi, j'en ai torché une, mais j'en suis pas tout à fait sûre qu'elle remplit toutes les conditions. Donc d'avoir bien une clause de confidentialité, de secret professionnel très blindée dans vos conditions générales de vente ou dans votre contrat de prestation. En ce qui concerne... Et si je peux ajouter une petite chose, aussi la protection des données personnelles. Il faut quand même avoir une petite clause notamment supplémentaire indiquant que vous allez bien conserver dans des fichiers les codes d'accès, puisque vous allez principalement être sur TeamViewer, vous allez avoir un accès sur l'ordinateur du notaire, et il faut bien avoir une sécurité par rapport à ces codes d'accès et le code d'accès des clients de l'étude.
Et donc, il y a aussi une clause concernant la protection des données personnelles. Bon. L'autre écueil aussi, c'est cette fameuse chasse CRPCEN. On en a parlé sur le groupe Facebook il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 personnes, tu étais dans ce cas-là, je crois, 2 personnes dont les inspecteurs CRPCEN sont passés chez leurs clients, une inspection toute banale, qui ont ramassé la copie des factures des prestataires, dont certains étaient membres du groupe, ou le sont encore, et ça sent un peu mauvais, quoi. Hein. Alors, il y a des critères. En fait, la CRPCEN a elle aussi fait une note sur son site sur les cas où, selon elle, le lien de subordination, donc la requalification potentielle en contrat de travail, est justifié. Elle a énoncé divers critères. Et notamment, ce que je peux vous dire, c'est que pour éviter que votre travail soit requalifié en contrat de travail, même si ça ne coûte qu'au notaire, c'est quand même très déplaisant pour lui d'avoir payé ce qu'il croyait être un prestataire indépendant et puis de voir la CRPCEN passer prendre sa dîme quelques mois plus tard à l'occasion d'une inspection. Ça va, même si vous n'y êtes pour rien, ça ne va pas être très bon pour vos rapports avec le notaire, hein, c'est clair. Donc c'est à nous de prendre les devants pour ne pas se mettre dans cette situation-là. Donc ce qui est très important, c'est que d'une part, vous ne soyez pas intégré à l'équipe salariée. Ça fait partie des critères. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous ayez un travail d'équipe avec l'équipe salariée, il faut vraiment que vous soyez indépendant. D'accord ? Il ne faut pas non plus faire des suivis de dossiers au long cours, c'est-à-dire de l'ouverture à la rédaction et encore moins le contact direct avec les clients sous votre nom. Si vous travaillez dans l'étude sur site en tant que rédacteur, le notaire vous dit envoyez aux parties la fiche d'état civil qu'ils doivent nous retourner remplie. Bon, ça c'est pas grave, vous signez maître un tel, enfin du nom du notaire, personne ne voit qui était derrière la machine. Par contre, il ne faut pas que vous vous mettiez à appeler au téléphone des clients pour le compte du notaire. D'abord parce que ça peut engager votre responsabilité beaucoup plus loin que vous ne l'auriez souhaité. Hein, vous risquez de dire une bêtise, ou vous risquez que le notaire vous reproche d'avoir dit une bêtise que vous n'avez pourtant pas dite, mais que le client a cru entendre. Après, en termes de preuves pour l'appel téléphonique, la CRPCEN n'a pas d'emprise sur ça. Non, mais il y a des témoignages. Hein, des témoignages ils sont pas nés de la clients. dernière pluie. Quand ils vont dans les études, ils interrogent les salariés. Pouvez-vous me dire si cette personne, dans quelles conditions elle travaille? On ne peut pas coacher tous les salariés. Enfin bon, ça ne serait pas très naturel. Okay. Important aussi, c'est de ne pas travailler pour un notaire dont on est un ancien salarié. Surtout si on a quitté son étude dans l'année qui précède. Voilà, bon, si ça faisait 10 ans que vous ne l'aviez pas croisé, pourquoi pas. Mais il y a effectivement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, je suis étonnée qu'Humbert dise un truc pareil, mais... Et pourtant j'ai été la première étonnée. Voilà. C'est en train de changer, Fabien. Enfin, oui, mais pas si c'est pour travailler pour lui. Non, il a fait un conseil général de se mettre en auto-entreprise pour travailler pour d'autres notaires. Parce qu'on a vu des notaires aussi qui, par exemple, ayant une collaboratrice qui déménageait parce que son mari était muté et qu'elle le suivait. Le notaire lui dit « Ah ben oui, ça m'embête que vous partiez, je tiens beaucoup à vous ». Et au lieu de lui faire un contrat en télétravail, qui n'était pas tellement dans les mœurs non plus il n'y a pas si longtemps à sa décharge, il lui disait « Je vois qu'une solution, installez-vous en auto-entreprise, à votre compte, quoi, et je vous donnerai des missions ». Alors là, c'est la catastrophe, parce que non seulement la personne, elle sort de cette étude, donc franchement, c'est pain béni pour la CRPCEN. Secondo, bien souvent, elle va travailler que pour lui en prime. Voilà, donc il faudrait être attentif à diversifier ses clients, à avoir toujours 3-4 clients réguliers sur lesquels vous tournez. Ça suppose donc de ne pas non plus faire des missions de plus d'un... Faut que votre mission... Enfin, il faut que les prestations que vous faites par client soient toujours inférieures à un mi-temps, et même très inférieures à un mi-temps autant que possible. Hein. Moi, je fais au maximum une journée par semaine chez un même client. Jamais plus. Parce qu'il n'y a pas que la CRPCEN qui est à l'affût, attention, il y a l'URSSAF aussi. Hein. Et je ne sais pas si c'est une légende, mais je crois qu'ils marchent main dans la main, c'est-à-dire que la CRPCEN, quand elle a un doute, elle dit « Coucou l'URSSAF ». Alors, moi, je ne peux pas faire un redressement parce que la personne a fait moins de 17h30, mais comme elle dépend de vous, je vous signale quand même que je trouve le cas douteux. Hein, donc le notaire, il est coincé entre CRPCEN et URSSAF, qui elle aussi peut avoir intérêt à requalifier la prestation en contrat de travail. Donc voilà, il faut être un vrai
prestataire indépendant, quoi, hein, ceci dit. C'est ça, un prestataire indépendant. Moi, je ne connais pas des entreprises indépendantes qui se limitent à un seul client ou qui passent plus de la moitié de leur temps chez un même client. C'est ça, c'est ce qu'on disait, d'où le démarchage commercial qui est quand même une belle partie, une grosse partie du rôle des indépendants et d'où notre coopération justement par rapport à cet écran pour éviter qu'il y ait ce type de soucis. Par contre, de notre côté, si vous travaillez avec nous, il y aura on se chargera donc de trouver effectivement ces clients et on vous permettra aussi de faire des missions sur le long terme. Donc, ce qui est bien aussi, je ne sais pas si vous allez me contredire, comme on parlait des différences de fonctionnement entre les différentes études, c'est vrai que dès qu'on s'acclimate à une étude, en tant que rédacteur en tout cas, c'est quand même compliqué de s'acclimater une semaine ou 2 semaines ou 2 jours par semaine et après s'arrêter et repartir sur une autre étude et de devoir se réacclimater. Donc c'est vrai que en termes d'adaptation, ça peut parfois finir par être lourd. Donc nous, de notre côté, ce qu'on vous propose, ce sont des missions un peu plus pérennes sur le long terme. Vous pouvez travailler 5 jours sur 5, 4 jours sur 5, comme vous voulez, sur ce type de mission, mais qui sont renouvelées tous les 2, 3, 4 mois, 5 mois, en fonction de l'accroche et de l'envie de travailler dans les études dans lesquelles vous serez prestataire. Voilà. Donc, en tout cas, merci Adeline et Fabienne pour avoir répondu à ces questions et pour nous avoir fait l'honneur d'avoir été présentes. Un tout petit message personnel. Oui. Très bref. Je voudrais juste que les personnes qui font partie du groupe auto-entrepreneurs du notariat sur Facebook se manifestent auprès de moi parce qu'on se connaît tous par nos prénoms, on bavarde à longueur de temps, mais on s'est la plupart du temps jamais vu. Tout à fait. Avec plaisir. Alors, comme notre cher ami Iti, je vous propose des questions. Si ça n'a pas été complet, allez-y, je vous en prie. Ah oui, tout à fait. C'est la moitié. Ok. D'accord. Super. Oui, en termes de fiscalité, j'ai oublié de vous parler de la CFE, la contribution foncière des entreprises. Donc, on est soumis à la CFE avec exonération la première année. L'exonération, elle concerne une année civile. Ça veut dire que si vous créez en cours d'année, et notamment vers le mois de novembre, il est judicieux d'attendre janvier pour se créer, parce que sinon, votre exonération, elle va valoir que pour l'année de votre création, à peine 2 mois, et vous allez devoir une CFE sur base forfaitaire, en général, dès la fin de l'année suivante. Alors que si moi j'avais créé un 8 janvier, en 2018, j'ai été exonéré de tout 2018, je paierai ma première CFE fin 2019. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Allez-y, je vous en prie. Ça sera plus simple. Merci. Voilà, donc moi j'avais déjà un petit commentaire à faire. Je pense qu'il y a un point qui a été oublié, c'est les clients qui sont juste devenus insupportables et que c'est, je pense, pour ça que énormément de personnes quittent le notariat, en tout cas au niveau des rédacteurs, parce que tout à fait. Y a les patrons, mais il y a surtout l'exigence de plus le en plus harcèlement par mail, par téléphone, etc. Les incivilités, d'ailleurs on le voit maintenant même dans les mails qu'on envoie au notaire, souvent il y a une réponse en disant laissez-nous le temps de répondre parce que voilà, on n'a qu'un cerveau. Donc voilà, il y avait ça. On avait évoqué, quand on s'était parlé au téléphone, éventuellement le télétravail. On n'en a pas parlé là tout de suite, donc vous proposez aussi des missions... Si, en fait, j'avais indiqué dans une des slides que en fait, les missions pouvaient être faites soit sur place, soit en télétravail. Ouais. Ça va dépendre après des demandes des notaires. Mais c'est vrai que, alors, quand je parle des notaires parisiens, pour la plupart, à part les créateurs, la plupart d'entre eux veulent une présence sur place, un peu comme les intérimaires le font. Par contre, pour la plupart des notaires de province qui, pour le coup, ont du mal à recruter et avoir des gens géographiquement qui sont présents,
Là, on a une vraie demande de télétravail. Et alors les créateurs, je vous en parle même pas. Voilà. Moi, nous, on a déjà des contrats de prestation de services avec des créateurs, qui travaillent avec des prestataires qui sont là, j'en ai une qui est à Marseille, qui travaille pour un notaire du 92, par exemple. Donc oui, complètement, le télétravail, justement, va se développer de plus en plus avec cette nouvelle forme de travail. Voilà. Et du coup, dans cet esprit-là, et pour rebondir aussi sur le fait que le petit bémol qu'on peut apporter à l'auto-entreprise, même si c'est sous forme de SASU ou quoi, c'est quand même le fait qu'on soit un peu isolé dans notre coin. Et c'est vrai que dans les suggestions que je pourrais apporter, peut-être l'idée de prévoir un espace de coworking ou ce genre de choses, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est prévu de notre côté. Nous sommes au début de l'activité, donc on est force de proposition pour plein de choses. La première chose qu'on propose, c'est déjà pour les personnes qui ne sont pas sur place et qui sont en télétravail et qui sont chez eux, de pouvoir au moins avoir un chat où ils vont pouvoir échanger. Moi, j'ai une collaboratrice qui m'a dit je me remets dans le notariat, j'ai travaillé 12 ans dans le notariat, mais je l'ai quitté il y a 2 ans et demi. Moi, je suis prête à refaire des missions, mais concrètement, j'aurais peut-être des petites questions, il faut que je me remette un peu à niveau. Donc, justement, ce système d'entraide, de chat, de questions, va permettre à la communauté des indépendants de pouvoir échanger, de pouvoir demander des conseils, un peu comme ce qu'on constate d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, vous voyez le groupe Tu es notaire ou clerc de notaire si. Vous voyez le nombre de questions que les gens posent, ou alors même sur votre groupe, Fabienne. Donc ça permet quand même un meilleur échange, et ça pour nous c'est capital. Parce que ce qu'on veut éviter, c'est justement de l'isolement, puisque les personnes ont quand même eu l'habitude, les candidats qui se mettent en auto-entreprise ont quand même eu l'habitude de travailler avec des collègues. Il faut dire qu'on s'entend peut-être pas toujours forcément avec tous les collègues, mais voilà, au travers d'une carrière, on a quand même eu des gens avec qui on a accroché, des gens avec qui on a pu avoir des affinités, et on n'a pas forcément aussi envie de quitter ça, et on a envie de partager. Donc nous, ce qu'on propose, la communauté Lions, on a envie de créer une communauté forte, qui échange, et par la suite, qu'on ait aussi un espace où les gens puissent se rencontrer et venir travailler, peut-être même en télétravail sur place, ça serait possible, et également créer des événements régulièrement dans l'année, comme celui-ci, ou carrément des fêtes qui permettent de se retrouver, d'échanger sans forcément parler, parce que là on introduit un peu ce nouveau métier, mais peut-être tout simplement de louer des espaces et d'essayer d'avoir des soirées conviviales et qui permettent d'échanger entre nous. Et ça, pour nous, c'est très très important, et je pense que c'est ce qui permettra à cette communauté de grandir et d'être de plus en plus forte. Voilà, bon, en tout cas, ça c'est des plus qui peuvent m'intéresser. Et la dernière chose, après je lâche le micro, par rapport à justement au chat. Bon, le chat c'est bien. Bon, là on a le groupe d'entraide pour le statut d'auto-entrepreneur. Il y a si tu es notaire ou pas, qui permet aussi de poser des questions quand on a des difficultés. Mais là aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un des éditions Francis Lefebvre pour avoir l'équivalent de LexisNexis, la INEO, ce genre de choses. Ça reste des coûts quand même qui sont très importants au niveau de la documentation pour les auto-entrepreneurs. Ouais. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses. S'il pouvait y avoir des regroupements ou des supports. Tout à fait. On y pense aussi, les supports pour permettre d'avoir un accès LexisNexis à tout le monde, parce qu'évidemment, si vous avez des questions juridiques, il faut que vous ayez un support. Et ce qu'on a envie de développer aussi, ce sont des formations. Donc les formations qui permettraient justement aux collaborateurs de cette communauté de pouvoir se former régulièrement sur des sujets concrets, pas forcément des thèmes très légers, très généraux, des sujets concrets du notariat, là où on a remarqué le plus de difficultés de la part des collaborateurs, et qui vous permettraient d'être tous formés au fur et à mesure et rester un peu au goût du jour et de ne pas, si vous voulez, régresser. Le but, c'est d'évoluer et non pas de régresser et de s'isoler. Donc effectivement, ça, c'est aussi prévu. Moi, avec l'auto-entrepreneur, j'ai fait des choses que j'avais jamais fait avant. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah bah alors on passe. Merci. Valérie. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question assez pragmatique, plutôt pour ceux qui le font déjà. Alors, Fabienne, vous, c'est plutôt formaliste, compta, taxe. Donc, moi, ça serait plutôt sur constitution de dossier, rédaction. Pour ceux qui le font, en fait, de quels outils vous avez besoin? Parce que j'entends, par exemple,
TeamViewer, donc je vois à peu près ce que c'est, mais est-ce qu'il y a d'autres outils à mettre en place au-delà, donc ça recoupe les bases documentaires, les choses comme ça, voilà, qu'est-ce que vous utilisez comme outil en fait ? Et de quoi vous avez besoin pour interagir avec vos clients finalement, et selon le type de mission, est-ce que ça existe par exemple que le client notaire fournisse certains outils type, j'en sais rien, un téléphone portable parce qu'ils veulent que vous appeliez les clients, voilà, justement, quelles sont les pratiques là-dessus? Et justement, je rebondis sur une question un peu accessoire. Vous parliez tout à l'heure, Fabienne, d'une assurance pour les dégâts matériels. En fait, comment ça se passe en termes d'assurance? J'en sais rien, je rédige une mission, je rédige un là, je fais une méga boulette dedans. Comment ça se passe? Quand je suis salarié, je me fais virer, mais quand je suis prestat, comment ça se passe? Le secret, pour ne pas être emmerdé de ce côté-là, c'est d'avoir dans son contrat de prestation, de bien poser les limites de sa mission. Alors déjà, en matière de rédaction, il ne faut quand même pas oublier que votre client, il est notaire, que c'est lui qui reçoit l'acte. Donc c'est à lui d'assurer la sécurité juridique de l'acte. Ouais, mais on a tous connu, je pense que je ne suis pas la seule en études, le notaire il lit l'acte 5 minutes avant quand le client est dans la salle d'attente. Il n'a à s'en prendre qu'à lui-même néanmoins. Il n'a à en prendre. La seule chose que vous risquez, Valérie, c'est qu'il ne refera pas appel à vous parce que c'est quand même fâcheux. Vu qu'il a cru pouvoir vous faire confiance, il a donc lu en diagonale, il est passé à côté de l'absence de purge de DPU ou que sais-je encore. Il ne vous reprendra pas, il poussera une grosse gueulante éventuellement auprès de Julie si c'est elle qui a fait l'intermédiaire. Et puis il dira à Julie, vos collaborateurs, vous ne savez pas les sélectionner, je ne ferai plus appel à vous. Enfin bref, il y a plein de conséquences en cascade si vous voulez. Il n'y a pas d'assurance de responsabilité professionnelle à prendre. Mais en aucune manière, puisque le préjudice causé au client, c'est le notaire qui l'a causé, étant c'est quand même un officier ministériel qui reçoit un acte authentique. Donc c'est lui l'unique responsable. Hein. Donc, mais par contre, dans le contrat de prestation, il faut être très clair. De même que dans les opérations de caisse et taxes. Alors moi déjà dans mes CGV, je parle nulle part de comptabilité. Hein. Je fais de la caisse et de la taxe, d'accord? Je fais aussi bien sûr la compta office, mais je ne le mets pas textuellement puisque le terme comptable, il y a le monopole des experts comptables qui nous en font des caisses là-dessus. Ça se discute. Enfin bref. Donc en tout cas, moi je mets bien dans mes CGV que la comptabilité est tenue sous la supervision de l'expert comptable du client et que d'ailleurs à cet effet, je ne saisirai pas la moindre écriture tant qu'on ne m'aura pas envoyé une copie de la lettre de mission qui lie le client à son expert comptable et je vérifie là-dedans qu'il y a bien marqué supervision et révision de la comptabilité dans sa lettre de mission. Comme ça, moi, on ne peut rien me reprocher. Et j'ai vu l'autre jour une lettre de mission fiduciaire expertise faite à un créateur. C'est merveilleux. Il y a marqué supervision de la comptabilité tenue par le client ou par un tiers. Je me suis dit, cool. Voilà, c'est tout. Moi, je suis opératrice de saisie intelligente. Voilà. Je suis d'accord avec Fabienne, Valérie. La responsabilité, c'est le notaire qui le prend. Et nous, ce qu'on précise aussi au notaire, c'est qu'il a affaire à un prestataire, que le prestataire est là pour dégager du temps à ses collaborateurs et même à lui-même, et qu'il est maître de la relecture. Voilà. Il ne relie pas les actes comme il peut le faire à un collaborateur, mais qui connaît et à qui il fait confiance. Logiquement, s'il ne relie pas vos actes, moi j'en connais pas beaucoup, qui ne relisent pas les actes des collaborateurs qui ne connaissent pas très bien et qui viennent d'arriver. C'est qu'a priori, ils vous font confiance et effectivement, il peut pousser une gueulante ou vous virer au pire. Mais en tout cas, en tant que prestataire, il n'a aucun recours. Et en plus, il y a une méfiance encore plus importante que pour un collaborateur salarié. Par définition, il sera beaucoup plus regardant. Et nous l'invitons, en tout cas nous, en tant que Société Lions, on l'invite à relire et à revérifier derrière parce que quand même voilà. Ouais. Et du coup, si c'est une mission par exemple de constitution de dossier, il y a un droit de préhension à purger, que c'est couplé par exemple, là je me coupe les cheveux en quatre, mais que c'est couplé à une mission en télétravail, en fait il faut que ce soit cadré dans le cadre du télétravail où on prépare la DIA, mais c'est lui qui la fait partir de chez lui. Évidemment, il n'y a aucun envoi de document. Okay. Non, encore une fois, sur ça. C'est des questions néophytes parce que là pour le coup... Et en plus, j'ai envie de vous dire qu'il va vous demander des tâches précises. Vous n'êtes pas comme une salariée. Donc moi, par exemple, nous avons une collaboratrice qui travaille chez un notaire là, qui est rédactrice acte courant. Il lui a demandé spécifiquement de rédiger une DIA. Elle l'a rédigée, il l'a vérifiée, il l'a envoyée.
il y a beaucoup aussi il y a maintenant pas mal de choses qui sont automatisées, qui nécessitent même les clés réales, auxquelles vous n'aurez pas accès. Voilà, donc, et auxquelles il ne faut surtout pas... voilà. Mais de toute façon, ils ne vont pas vous envoyer une clé réelle chez vous, hein, de toute façon. Mais voilà, il y a pas mal de choses. Donc ce sera des tâches qui vous seront octroyées quand c'est de la constitution de dossier. Sinon, sur de la rédaction, de la même manière, il y aura une vérification derrière. Voilà. On avait une autre question. Juste, oui, je voulais être sûre. Êtes-vous certain que l'assureur de la responsabilité civile du notaire va prendre en charge en cas de sinistre une faute d'un prestataire? Parce que je m'y connais un petit peu et il me semble que les personnes qui sont assurées au titre de la responsabilité civile du notaire sont extrêmement déterminées et il faut un lien de subordination. Donc est-ce que vous avez interrogé l'assureur de sa position par rapport à ça? Alors, s'il y a un problème qui est lié au prestataire, ce sera l'assurance du prestataire qui jouera. C'est ça. Et mais non pas si celle c'est du dans le notaire. cadre par rapport à ce qu'on disait, par rapport à un acte authentique, donc ça sera l'assurance du prestataire qui marchera et pas la responsabilité civile du notaire. Non. S'il y a un acte authentique, comme disait Fabienne, c'est le notaire qui en a la responsabilité. Eh ben, je ne suis pas certaine. Je ne suis pas du tout. Vous êtes sûr de votre coup là? Ah bah oui. À 200%. Vous avez interrogé l'assureur? Alors, Non mais indiquer justement en quoi se limite votre prestation. Et vous précisez bien, voilà, dans les miens c'est précisé, que comment dire, que je ne sais plus comment c'est tourné, mais enfin, ça dit en clair que l'acte est soumis à la signature, l'acte éventuellement rédigé par moi, est soumis à la signature de ses clients sous sa responsabilité. Je comprends, mais il s'avère que j'ai travaillé pour l'assureur du notariat. Et donc, c'est pour ça que je pose la question, le contrat d'assurance du notaire en matière d'acte authentique, les fautes qui sont prises en charge doivent être faites par une certaine catégorie de personnes. C'est pour ça que je me permets de vous demander, est-ce que vous avez expressément questionné? Vous comprenez la question ou pas? De ses salariés, de ses mais peut-être pas des collaborateurs, prestataires d'accord? Et en fait, si jamais il y a une erreur dans un acte du fait d'un prestataire, je ne suis pas du tout certaine que l'assureur de la responsabilité civile du notaire prenne en charge. Alors c'est une très bonne question et je me renseignerai sur ce point et je vous enverrai. Je connais quasiment la réponse. Je connais quasiment la réponse. Elle fonctionne pas. Elle fonctionne pas. Non, je pense pas. Il faut vérifier parce que le contrat. Bon, vous savez peut-être pas, mais le contrat est renouvelé périodiquement. Je ne sais pas si le dernier renouvellement qui a eu lieu l'an dernier a prévu ce cas-là. Mais à ma connaissance, c'est pas pris en charge. D'accord. Alors raison de plus pour que le notaire revérifie 2 fois plus les actes de ses prestataires. Exactement. On mettra l'accent sur ce. Exactement. On mettra l'accent tout simplement sur ça, mais vous avez raison de soulever la question. Non, je soulève parce que c'est très important. Je suis d'accord. Très important. Je suis d'accord avec vous. À partir du moment où les gens de toute façon sont couverts par une assurance, aussi bien le notaire que le prestataire, déjà on assure ses arrières. Et après, c'est vrai qu'en termes de responsabilité, c'est ce que disait justement Fabienne. Si vraiment son assurance ne prend pas en compte effectivement la faute liée à un prestataire et non pas un salarié, dans ce cas-là, le pire qui puisse arriver, c'est que le notaire ne fasse plus appel au prestataire effectivement. Mais d'un autre côté, le notaire aura été prévenu au préalable de devoir vérifier, et ça c'est dans nos contrats. Personnellement, c'est ce que la société Lions indique. Que voilà. Non, c'est pas. Je parle pas de ça. C'est juste au niveau de l'assurance. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais juste, c'est pas ça que je dis. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'en cas d'une faute d'un salarié, d'accord, vous oubliez un droit de préemption, je sais pas quoi, l'assurance du notaire va couvrir les conséquences financières de cette erreur faite par le salarié parce que le contrat d'assurance prévoit expressément. Alors c'est l'erreur du notaire en tant qu'officier public par rapport à ses clients. Je reformule. Ce sont les. Alors attendez, ce sont en fait.
Je vais fouiller la question de toute façon. J'ai compris en fait votre point de vue. Ma question. Je comprends complètement. Si ça rentre dans la police d'assurance, le fait que la faute a été faite par un prestataire externe et non pas par un salarié de l'entreprise. J'ai compris, je m'engage à fouiller la question. Bah oui, parce que Oui, bien sûr. Bien sûr. c'est pas la question. C'est pas la question. C'est pas la question. Non, parce qu'en fait, si jamais le notaire, Non, de toute façon, ce que disait madame, c'est que le prestataire externe ne craint rien. C'est juste que le notaire pourrait ne pas avoir son assurance ne pas marcher pour ce type de cas. Je vais juste creuser la question, il n'y a pas de problème, et je reviendrai vers vous tous au niveau de la réponse. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres questions ? Excusez-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Je reviendrai vers vous pour ce sujet. Je reviendrai vers vous tous pour ce sujet, vous inquiétez pas. Je creuserai la question. Est-ce que vous auriez peut-être d'autres questions ? Non ? Très bien. Et bien alors on va passer à la chose la plus agréable de la soirée, à table. Merci en tout cas. Bien sûr. Ah pardon. Alors je voulais vous dire aussi, restez parce que d'ici 10 minutes nous ferons un petit tirage au sort. Vous avez eu des numéros sur votre petit autocollant. Et en fait, nous allons faire voilà les coordonnées. Nous allons faire un tirage au sort pour vous offrir le prix à gagner. C'est comme nous prenons la détente et que pour nous, le notariat peut aussi être synonyme de bonne humeur et de détente, nous vous offrons, la personne qui sera tirée au sort bénéficiera d'un coffret d'une valeur de 100 € pour un soin dans un spa de son choix. Voilà. Pour tout le monde, les hommes et les femmes. Voilà. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous laisse profiter du buffet. Merci en tout cas à tous.